Alors bonsoir à tous, merci beaucoup d'être ici ce soir pour cette première de Groupe IT Rénovation. C'est la première fois que ce processus va être testé dans une région, donc on est très content d'être les premiers. On va aussi, je pense, essuyer quelques plâtres dans le cadre de la démarche, mais si tout se passe bien, vous ne les verrez même pas passer en fait, parce que pour vous, ça devrait être complètement transparent. Donc au nom de la commune des Chichans et de toutes les communes de Région Morges, je vous souhaite la bienvenue ce soir. Je vous remercie de prendre de nouveau, pour ceux qui ont déjà participé à Groupe IT Rénovation, 1 à 2 heures de votre temps pour venir nous écouter dans le cadre de cette démarche. Je vais juste vous faire une toute petite introduction sur les enjeux rénovation énergétique dans l'agglomération Lausanne-Morges, juste pour qualifier un petit peu 2-3 ordres de grandeur. Et puis ensuite de ça, je passerai la parole à Stéphane Genoux pour le plat de résistance de la soirée. La première chose que je voudrais introduire ce soir, c'est l'enjeu du chauffage des bâtiments, parce qu'on va parler beaucoup de consommation énergétique, notamment pour le chauffage. Et puis ça vaut la peine quand même de se poser la question de qu'est-ce que ça représente en matière de consommation d'énergie. On a fait le bilan dans le cadre de l'agglomération de Lausanne-Morges, donc de toutes les communes de la région, et on arrive au constat que ce qu'on consomme pour chauffer les bâtiments, c'est à peu près 1/3 de toute l'énergie qu'on utilise. Toute l'énergie, c'est-à-dire pour la mobilité, pour l'électricité, etc. Le chauffage, donc c'est quelque chose d'assez conséquent. Si on prend les bâtiments au total, donc le chauffage plus l'électricité des bâtiments, c'est à peu près la moitié de l'énergie consommée. Donc il y a vraiment un enjeu autour de ces bâtiments. Et l'objectif que s'est fixé l'agglomération d'ici 2035, c'est que malgré tout le développement que subit actuellement l'agglomération, donc vous voyez, on attend quand même des dizaines et des dizaines de milliers d'habitants en plus, la consommation globale des bâtiments pour le chauffage ne devrait pas augmenter. Ça veut dire qu'en fait, ce qu'on doit consacrer pour la construction de nouveaux bâtiments, alors qui consomment peu d'énergie parce qu'il y a des nouveaux standards et ils sont bien isolés, en fait, ça doit être compensé par des rénovations énergétiques sur les bâtiments existants. En gros, ça représente à peu près 15% de diminution de la consommation d'énergie par l'isolation des bâtiments existants. Donc c'est quand même relativement conséquent. Ces 15%, ils sont appliqués sur l'ensemble du parc bâti. Et on sait bien que l'ensemble du parc bâti ne sera pas rénové d'ici 2035. Donc ça veut dire que sur les bâtiments qui sont rénovés, il y a un vrai enjeu en matière de réduction de la consommation d'énergie. On voit que le potentiel, il existe. La Direction générale de l'environnement avait fait une estimation du différentiel entre les besoins actuels des bâtiments et puis, on va dire, les besoins optimaux. Donc ça a été calculé en disant tous les bâtiments construits avant 2000, qui sont souvent des bâtiments qui ne sont plus tellement aux standards énergétiques actuels, qui n'ont pas fait l'objet de rénovations lourdes, si on les mettait aux standards actuels en termes de rénovation, on diminuerait d'environ 43% la consommation d'énergie. Et moi, tout à l'heure, je vous parlais de 15% de diminution. Donc on a le potentiel de faire même plus que ça, mais c'est quand même un effort qui est conséquent. Actuellement, on estime qu'on est à peu près à 0,8% par an de rénovation énergétique des bâtiments. Et puis, on devrait plus que doubler, probablement tripler, pour atteindre les objectifs. Ça veut dire qu'il faut des bras pour faire tout ce travail de rénovation. Et puis, c'est beaucoup d'investissement aussi pour les propriétaires dans cette rénovation énergétique. Un dernier point, donc là, on a parlé de la réduction de la consommation d'énergie. Et puis, le deuxième enjeu, c'est bien sûr de changer les systèmes de chauffage pour passer vers des solutions qui n'émettent pas de CO2. Et ça, c'est quand même un enjeu quand on regarde la situation actuelle. On voit les barres en bleu et en rouge. C'est respectivement le gaz et le mazout qui chauffent vraiment la grande partie des bâtiments aujourd'hui. Et ces deux systèmes de chauffage, même s'ils ne vont pas totalement disparaître, alors là on n'est plus à l'horizon 2035, on est à l'horizon 2030, ils devraient quand même fortement diminuer, à être remplacés par toute une série de solutions d'origine renouvelable. Il n'y en a pas qu'une seule, il y en a plusieurs, et puis ça va dépendre un petit peu du contexte pour savoir laquelle il faut retenir. Là, je vous ai mis les principales dans le contexte de la région morgienne. On a bien sûr
toute la question des chauffages collectifs, donc le chauffage à distance. Alors il n'y en aura pas partout, ça il faut être très clair. Et comme ce soir on a beaucoup de propriétaires de maisons individuelles, probablement que ce ne sera pas une solution pour vous de passer sur du chauffage à distance, parce qu'on n'arrivera pas en termes de densité thermique à justifier un chauffage à distance dans les quartiers. Néanmoins, quand on peut se retrouver dans une situation, on est juste à côté d'un quartier à forte densité et pour lequel il y aurait peut-être un raccordement possible. Ces chauffages à distance, ils peuvent être alimentés par notamment l'eau du lac pour les communes qui sont à proximité, la géothermie de moyenne profondeur qui, pour l'instant, est encore à l'état de projet. On n'a pas de sources identifiées et puis on n'a pas de projet concret dans la région. Et puis du bois énergie également pour certaines solutions. Au niveau des solutions individuelles, ce qui sera le cas passablement de personnes parmi vous, ce sera principalement les pompes à chaleur qui seront recommandées, mais encore une fois, ça dépendra du contexte. Et ces pompes à chaleur, il y aura quand même un choix à faire entre les pompes sur sonde géothermique, qui sont un tout petit peu plus efficaces, ou des pompes RO quand la première solution n'est pas adaptée. On peut avoir également des cas où on recommandera par exemple un chauffage transitoire, notamment les cas où on pourrait se raccorder à terme sur le chauffage à distance, mais ce dernier n'est pas encore construit. Ça pourrait être des cas dans lesquels on pourrait avoir une chaudière temporaire pour tout un groupe de maisons en attendant que ce chauffage soit mis en place. Je ne vais pas aller plus loin sur ce premier aperçu, c'était juste pour donner un petit peu le contexte en matière de chiffres et d'enjeux de ce programme Groupe IT Rénovation. Vous allez voir que, outre la rénovation énergétique et le changement des chauffages, il y a encore d'autres aspects qui sont traités. Mais je ne vais pas anticiper sur la suite et je passe sans plus tarder la parole à Stéphane Genoux. Ah oui. Hop, voilà. Parce qu'on est filmé pour ceux qui ne peuvent pas être là, donc ces deux micros séparés. Bonsoir à tout le monde, c'est super cool d'avoir deux petites avec nous, parce qu'on fait ça pour elles en fait. La rénovation, il faut qu'on réduise nos impacts et clairement, ça fait partie évidemment des enjeux qu'on a pour la société de demain et qu'il faut qu'on réduise vite. Malheureusement, on ne va pas assez vite, mais l'idée c'est qu'on aille un peu plus vite. Je ne veux pas vous rappeler, pour ceux qui étaient là à la présentation sur Groupe IT PV, c'est que pourquoi on fait Groupe IT, c'est vraiment augmenté, comme l'a très bien dit Guillaume, la part de rénovation sur les objectifs 2050 dans le cadre de la rénovation. C'est mettre en relation des clients avec les entreprises. Ça est pour nous un gros point d'interrogation parce que les entreprises, elles sont souvent assez sous l'eau. Et donc, nous, on leur facilite le processus. C'est pour ça que le PV, on n'a pas de souci pour trouver des entreprises. En général, on trouve les entreprises qu'on a besoin. Sur la rénovation, on a commencé à faire le tour des popotes. Ça a l'air d'être bon, on a des bons signes, mais ce sera le point un petit peu risqué qu'on a dans le processus, en particulier sur les délais de mise en œuvre, en fait. Contribuer aux entreprises locales, on a vraiment insisté, on ne va pas chercher des chauffagistes qui viennent de Gruyère, puis faire venir en fait quand on fera des groupes IT Rénovation en Gruyère, on fait venir des chauffagistes de Morges, on va vraiment chercher localement. Puis on a une bonne connaissance du marché, donc une entreprise qui est quasi, je dirais, un peu en monopole dans le coin, qui profite un peu du prix, on pourrait lui dire, écoute, ton prix, il n'est pas correct par rapport à ce qu'on a l'habitude de voir, donc ça va permettre d'affiner et donc de soutenir quand même les entreprises locales qui ont besoin de travail. En fait, elles n'ont pas tellement besoin de travail aujourd'hui. Elles ont plutôt besoin d'un processus qui permet de pouvoir faire le travail avec le plus de facilité. Parce qu'encore une fois, elles sont souvent un peu noyées sous les demandes. Et si pour ceux qui ont déjà essayé de faire téléphoner une entreprise pour avoir une offre pour une pompe à chaleur, vous avez un peu même de la peine à avoir des offres en fait, ou des fois carrément ils disent on n'a pas le temps, rappelez-nous dans 6 mois. Donc on voit qu'on est vraiment très tendu et on en parlait sur le manque de main d'œuvre et c'est vraiment un élément qui pour nous pose un problème. Alors, c'est quoi Groupe IT Rénovation ? On se colle exactement au processus de PV. On a fait le plus facile, c'était le PV, on a fait le Mont Blanc, ça c'est l'Everest. Donc, il faut des bouteilles à oxygène, voilà, c'est du sérieux, entre guillemets, bien que le PV est aussi du sérieux, mais certainement plus facile. Le premier élément, donc, on accompagne dans une amélioration, enfin, d'une rénovation de vos immeubles. La première question à laquelle on va se poser, qu'on va vous répondre, c'est qu'est-ce que vous devez faire dans une maison comme la vôtre ? Est-ce qu'on commence par ça ? Est-ce qu'on fait tout ça ? Est-ce que ça on fait, puis pas ça ? Et puis, est-ce que c'est grave si je ne fais pas ça ? Souvent,
Moi, je suis propriétaire d'une maison, j'ai la chance d'avoir une maison qui a été rénovée il y a 10 ans. Enfin, c'était un truc qui était quasiment en ruine, donc j'ai quasi tout remonté. Mais je sais les défauts qu'elle a, entre guillemets, et puis moi, comme spécialiste, s'il fallait que je refasse quelque chose, je referais un petit peu différemment. Ben, l'idée, c'est qu'on vous accompagne dans cette première question en disant, mais comment on va rénover? On va faire un appel d'offres groupé. On revient sur le démontage du chauffage électrique. Vous savez que vous avez une date qui est fixée maintenant. Il faudrait qu'on anticipe tous ces travaux qui devront être faits. Et donc, si au lieu d'appeler une maison pour mettre un chauffage au sol, on en appelle 50, imaginez bien qu'on est écouté d'une manière différente. Ce n'est pas pour ça qu'on veut avoir des prix qui sont beaucoup plus bas. Ce n'est pas le but. On ne cherche pas des prix plus bas, mais on cherche la meilleure entreprise avec la meilleure solution, et puis qu'il soit disponible et qu'il fasse du bon travail. Et ça, c'est vraiment important. Donc, on va faire un appel d'offres groupé pour vraiment essayer que vous soyez grand. Parce que par rapport à des très gros chantiers, individuellement, on ne pèse pas grand-chose. Évidemment, on est neutre. Je l'ai dit plusieurs fois, on ne gagne rien de vous conseiller de prendre celui-là et celui-là. On a insisté, parce qu'on a pas mal d'installateurs qui nous ont dit, mais finalement, si vous nous amenez des clients, pourquoi ce ne serait pas nous qu'on pourrait vous contribuer au fait que vous nous amenez des clients? Et ça, alors pour nous, c'est niet, parce que celui qui paye, c'est celui qui décide. Et donc, si c'est les entreprises qui nous payent, on n'est plus neutre. C'est vous qui allez contribuer à nous faire avancer, c'est la commune qu'on dit merci, enfin les communes, c'est l'Office fédéral de l'énergie, c'est des fondations qui nous ont donné de l'argent pour procéder à tout le développement. Donc, on est vraiment à votre service et on n'a qu'un client, c'est vous. Les entreprises, clairement, ce n'est pas nos clients. C'est des gens qui sont nécessaires au processus, mais c'est peu qui nous payent. Donc, on a vraiment une neutralité, ça c'est super important pour nous. On va vous rendre, en fait, 2 documents particuliers. Mais le premier, c'est la préévaluation. La préévaluation, c'est que compte tenu des informations que vous allez nous donner, le questionnaire, il est un peu long, mais c'est nécessaire. C'était plus facile sur le PV, parce qu'on s'attaquait qu'au photovoltaïque. Mais dans la rénovation d'une maison, on a besoin de pas mal d'informations. Il faut que vous preniez un tout petit peu d'effort, que vous abandonniez pas. Et puis si vous abandonnez, si vous avez l'impression que c'est très compliqué, on aura toujours notre numéro de téléphone pour nous appeler. Je ne comprends pas ce que vous nous demandez. Il ne faut pas oublier que le questionnaire que vous avez reçu, il a déjà été validé par des propriétaires de maisons qui sont en train d'imaginer une rénovation, mais en masse comme ça, c'est la première fois qu'on fait. Donc c'est normal que vous ayez la nécessité de nous remonter des infos en disant « écoutez, franchement, ça, on n'a rien compris ». Puis ça nous permet de nous assurer en fait qu'on pourra améliorer le processus. Donc, sur la base des informations que vous allez nous donner, on vous dira, voilà ce que vous devez faire. Et vous allez voir les éléments qui sont concernés par le processus de rénovation. Donc, on vous donnera une stratégie. On enlève la pompe à chaleur, une pompe à chaleur qui date de 40 ans en arrière et on remet une neuve. On enlève le chauffage au mazout pour mettre une pompe à chaleur. On enlève le chauffage électrique pour mettre réseau. Je fais la régulation, je change les vitrages. Et ça s'arrête là, parce que votre maison, elle n'est pas si mal au niveau isolation. C'est le genre d'informations qu'on vous dira. On vous dira aussi, voilà en gros combien ça va coûter. Et puis voilà en gros le temps de retour s'il y en a un. Je prends l'exemple d'isolation périphérique. Vous allez voir, on ne le traite pas, je vous expliquerai pourquoi. Mais si vous faites l'ensemble des travaux, en fait, ce n'est pas dit que les travaux sont rentables au sens littéral financier du terme. Parce que quand vous faites une isolation de bâtiment, si vous n'avez pas fait d'isolation de bâtiment depuis 30 ou 40 ans, ça fait partie des frais normaux d'entretien d'une maison. Donc ces processus-là, on vous dira, ça va coûter tant, puis ça va vous faire baisser votre facture d'énergie de temps, et donc c'est à peu près tant de francs. Et on vous fera quand même le calcul, vous l'aurez. Donc encore une fois, attendez-vous pas à ce que vous allez devenir millionnaire sur la rénovation, parce que c'est très rentable de faire du PV, mais il y a des éléments dans la réno qui sont assez compliqués à faire, et c'est de toute façon un peu plus cher. Après, on va vous envoyer des offres qui ont été négociées avec les installateurs. Donc, dans un processus de rénovation, quand on viendra faire la visite, on vous expliquera pourquoi on vient faire la visite, on a des éléments très précis qui nous disent, voilà, typique, il faut mettre un chauffage au sol dans cette salle. En fait, la platitude de la salle est super importante. Là, il n'y a pas de doute, on voit que la salle est plate. Mais en fait, le contrôle de la platitude est important et les installateurs nous ont dit, si c'est plat, on vérifiera, alors voilà le prix par mètre carré. Donc, qu'on puisse avoir en fait une information précise, il ne faut pas qu'on ait une mauvaise surprise par rapport aux offres qu'ils nous donneraient. Et puis, on prend en considération les subventions dans le domaine, c'est-à-dire tout ce que vous avez le droit. Le programme bâtiment, les subventions pour chauffeurs renouvelables, les subventions, si certaines communes donnent pour le CECB. Donc, tous ces éléments-là vont être intégrés, ce qui veut dire que vous auriez le coût brut et le coût net.
Ce qui vous permet de dire, ah, ben voilà les subventions. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que les subventions, on sait qu'on aura probablement des subventions qui vont durer, on ne sait pas combien de temps elles vont durer. En général, ce qui est obligatoire, démontage du chauffage électrique, un jour, ça va s'arrêter la subvention, parce que c'est obligatoire. Vous ne pouvez pas subventionner quelqu'un qui doit faire quelque chose. Vous pouvez le subventionner parce que vous aimeriez bien qu'il prenne une décision alors que ce n'est pas obligatoire. Donc vous voyez qu'il y a tout un processus, on va évidemment les intégrer. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On fait quasi tout sauf l'enveloppe. Mais je vais d'abord expliquer ce qu'on va faire. Bon, le premier, c'est qu'on décarbonise le chauffage. Ou on enlève le chauffage électrique. OK? Donc on enlève le chauffage à mazout ou le chauffage à gaz, et puis on passe sur un autre système de chauffage. Il l'a très bien dit, Guillaume. Alors, il y a des notions d'altitude que vous comprenez. On ne va pas mettre du chauffage à bois dans la région de Morges, autour de l'autoroute. Ça, c'est impossible, pour des questions de microparticules. On n'arrive pas dans une petite chaudière à bois à s'assurer qu'il n'y a pas de microparticules qui viennent se rajouter à tout ce que vous avez déjà quand vous êtes autour de l'autoroute. Quand vous êtes proche du lac, clairement, si vous pouvez faire du forage ou mieux utiliser une conduite qui serait faite par un prestataire extérieur ou vous raccordez sur l'eau du lac, ça c'est une bonne solution, on en parlera pourquoi. Les pompes à chaleur, évidemment, une solution tout à fait élégante, avec l'eau du lac ou sans l'eau du lac, avec du forage géothermique ou avec un RO, c'est-à-dire on récupère l'énergie qui est à l'extérieur. Donc ces éléments-là, on va l'intégrer dans le processus. Et si évidemment il y a un CAD, on a vu il y a une semaine avec Guillaume les prestataires qui ont prévu de faire des CAD, on sait exactement où ils seraient et où on est sûr qu'il n'y en aura pas. Et en général, on construit les CAD où il y a beaucoup de densité énergétique, c'est-à-dire des bâtiments qui sont grands avec beaucoup de consommateurs. On ne construit pas un CAD pour un quartier de villa, c'est très compliqué à l'amortir. Sauf si évidemment il y a un tuyau qui passe au début de la rue et puis qu'on peut brancher dessus, mais c'est plutôt exceptionnel. Donc on sait exactement où on aura les CAD. La vraie question, c'est que l'avantage d'avoir un CAD, les municipaux ont à peu près tous été convaincus par ça, c'est qu'il faut qu'on puisse proposer à ceux qui ne pourront pas se raccorder sur le CAD de trouver d'autres solutions. Et c'est pour ça en fait qu'ils ont soutenu Groupe IT Rénovation, parce qu'en fait c'est super important d'avoir d'autres propositions. La deuxième, à borne de recharge électrique. Vous verrez, vous prenez ou pas, hein, si vous n'avez pas besoin de voiture, parce que vous êtes en ville ou pas loin des transports publics, vous n'aurez pas de voiture. Il ne faut pas en acheter une pour mettre une borne de recharge électrique, aucun intérêt. Maintenant, c'est clair que si vous avez une voiture au pétrole, au diesel ou à l'essence, vous allez la changer un jour ou l'autre. Il y a une notion d'efficacité. On dit une voiture électrique, c'est 30 000 km, 30 à 40 000 km qu'il faut pour amortir l'énergie qu'il a fallu en plus pour la construire par rapport à une voiture au pétrole. 30 000 km, pour un type comme moi qui roule quand même pas mal, c'est en gros 2 ans. Bon, mais par contre, si vous avez une voiture et que vous ne voulez quasiment pas, il ne faut surtout pas mettre une voiture électrique. Vous laissez là votre vieille carriole au garage, puis quand vous allez livrer les feuilles à la déchetterie ou au compost, là vous prenez votre vieille carriole, le reste du temps en vélo et en mobilité douce, c'est clair. La voiture électrique ne peut pas être justifiée pour pouvoir faire des déplacements que vous n'avez pas besoin. D'abord, c'est les transports publics. Mais, encore une fois, si vous avez besoin, comme moi, j'habite à Zinal, je ne suis même pas à Zinal, je suis au-dessus de Zinal. Si je n'ai pas de voiture, je ne peux pas rentrer ce soir, je ne rentre pas à la maison. Mais d'habitude, je ne peux pas rentrer, donc j'ai besoin d'une voiture électrique. Et clairement, la borne de recharge est super importante. La modification de la distribution du système de chauffage. Vous savez que si vous mettez une chaudière à bois, par exemple, dans la maison, vous allez créer de l'eau à 60 degrés. Et puis après, il faut encore le distribuer dans la maison. Pour ceux qui ont des chauffages au mazout ou des chauffages au gaz, on peut changer de source d'énergie facilement. Pour ceux qui ont un chauffage électrique, il n'y a pas. Il faut donc créer un réseau. Il y a évidemment beaucoup plus de subventions pour ceux qui créent un réseau de chauffage plutôt que de changer uniquement la pompe à chaleur. Donc il y aura des aides pour ça. Mais ce qu'il faut, c'est en général créer un chauffage au sol. Surtout si vous mettez des pompes à chaleur. Vous allez comprendre pourquoi. En fait, ce qui compte pour une pompe à chaleur, c'est que la différence de température entre la source froide, je suis désolé pour le petit terme, mais je vous réexplique ce que c'est, la source où vous allez chercher l'énergie. Alors, soit l'air dehors, soit du géothermique, soit l'eau du lac, soit des rejets thermiques. Donc, si vous avez une source froide qui est à 10 degrés, et puis que vous devez monter cette température à 30 degrés pour chauffer au sol, votre pompe à chaleur a un super rendement. Vraiment, elle tourne du tonnerre de Dieu.
Si vous devez prendre 10 degrés et vous montez à 60 degrés, c'est la température des radiateurs qu'on met en général sous les fenêtres, le chemin est beaucoup plus long et donc la performance de votre pompe à chaleur est moins bonne. Donc, si vous voulez créer un chauffage thermique, alors vous avez un chauffage électrique. Il y a deux manières de faire. Soit on tire des tuyaux qui traversent les dalles et on met des radiateurs sous les fenêtres, ou bien on crée un chauffage au sol. Le chauffage au sol, on a trouvé des prestataires qui font ça sur des sols existants, donc on ne va pas démonter toute la maison évidemment. Mais ça, c'est un gros avantage. Enfin, ça a deux gros avantages. Le premier, c'est qu'on améliore la performance de la pompe à chaleur. Maintenant, si vous imaginez un chauffage à bois, parce qu'on est dans une zone qui le permet, ce n'est pas nécessaire d'avoir un chauffage au sol. On peut faire des radiateurs sous les fenêtres. Donc vous voyez les cliquets qui commencent à s'enclencher. Donc tout ça, on vous aidera à vous dire, dans votre cas, à vous, il faut faire ça plutôt, parce que ça, c'est moins bien parce que, entre guillemets. Donc la distribution de chaleur, en fonction du type de chauffage que vous allez mettre, évidemment, vous n'aurez pas la même stratégie et vous aurez un chauffage au sol ou pas. Un autre avantage du chauffage au sol, surtout si vous avez une pompe à chaleur géothermique ou raccordée sur l'eau du lac, c'est qu'en plein été, vous pouvez faire circuler de l'eau sans traitement, uniquement depuis la nappe phréatique qui vous rafraîchit votre maison. Donc vous voyez, vous commencez à aligner les avantages de certains systèmes, d'autres moins, puis vous voyez en fait que tout d'un coup, finalement, vous refaites le sol, vous refaites un carrelage sur votre maison, la pièce à vivre, en tout cas les premières pièces à vivre. Dans les chambres, on peut imaginer des radiateurs, même si les températures ne sont pas très élevées, c'est pas grave, pour casser le cru, de toute façon dans les chambres, on dort mieux s'il fait un peu frais. Donc on voit qu'on a des stratégies de ce type-là qui permettent tout à fait. Donc la distribution. Changement les fenêtres. Ça, c'est quasiment clé en main. Maintenant, il y a des gens qui font ça très bien. Ils enlèvent, ils reposent des nouvelles. Et puis c'est fait en une journée ou en 2 jours dans une villa, aucun souci. On traite quand même les ponts thermiques, c'est-à-dire les fuites de chaleur sur le bord des fenêtres. Donc ce sera traité aussi dans l'élément. Isolation de la toiture et des sous-sols. Et j'ai toujours pas parlé de la périphérie, vous allez comprendre pourquoi. Mais quand vous refaites vos panneaux solaires photovoltaïques, vous avez un toit qui est complètement pourri, en fait, il ne faut pas remettre des panneaux solaires sur des vieilles tuiles, il faut refaire le toit. Puis quand vous avez quand même mis l'échafaudage et tout, le coût pour remettre ça d'isolation sur la toiture, en fait, c'est super intéressant. Vous ne le referez pas dans les 20 prochaines années. Donc c'est ce qu'on propose. Et puis dessous la cave, enfin entre la cave et la salle à manger, en fait, souvent les locaux ne sont pas isolés comme il faut dessous, on propose de réisoler cette partie. On ne traite pas l'enveloppe. Parce qu'on n'est pas prêt à faire du en gros, en guillemets, groupé. Parce que ça, c'est un projet individuel. Si vous n'isolez pas comme il faut votre maison, vous risquez d'avoir des problèmes de ponts thermiques dans la maison. Et à cause de ces ponts thermiques, vous pouvez avoir des moisissures et un vieillissement anticipé de la maison. Donc les entreprises qu'on vous mettra en contact, il y aura certainement dedans, on vous dira, celui-là fait aussi l'isolation périphérique. Si vous voulez le faire, demandez-lui une offre à lui, compte tenu de la visite qu'il aura fait. Mais nous, on n'est pas capable de systématiser ça, c'est trop compliqué. On a essayé, franchement, avec plein de collègues ingénieurs. C'est trop dangereux de vous suggérer une solution d'isolation de votre maison. Et donc, on ne veut pas vous en rentrer sur un chemin qui n'est pas bon. Mais honnêtement, si vous faites tout le reste, c'est déjà super bien. Surtout pour ceux qui ont des chauffages électriques. Parce que quand vous avez mis vos chauffages électriques, quand le canton vous a, quand le service électrique du coin vous a proposé de mettre des chauffages électriques, pour qu'il ait le droit de le faire, on a surisolé votre maison. Donc vous avez un peu plus d'isolation qu'une maison au gaz ou au mazout. Donc les chauffages électriques, en fait, ils sont plutôt bien isolés. Et donc il n'y a pas besoin de se préoccuper du périphérie. Les fenêtres, évidemment, oui. Et le dernier, c'est la régulation domotique. Si vous avez une production photovoltaïque et vous avez une pompe à chaleur avec un réservoir à eau, je vais parler du réservoir à eau, il faut faire tourner, quand il y a du soleil, la pompe à chaleur. Et puis ça, en fait, il y a un élément qui gère tout ça, charger la voiture aussi, enfin tous ces éléments-là. Donc il y a en fait plusieurs prestataires qui sont capables de vous mettre en place un système de régulation. Vous ne vous occuperez pas de savoir si votre machine à laver démarre au bon moment, parce que votre machine à laver, si elle est Smart Grid Ready, elle peut communiquer avec la pompe à chaleur et le panneau solaire, et puis elle démarrera quand il y a du soleil qui arrive, plutôt que vous faire du souci en disant il faut que j'aille appuyer sur le bouton. Eh bien, tous ces éléments-là, c'est ce qu'on va faire. Je reviens juste sur la décarbonisation avec les pompes à chaleur. Compte tenu qu'on ne s'occupe pas de l'enveloppe périphérique, le risque que l'on aurait, c'est qu'en surpuissant la pompe à chaleur. Je m'explique. Si vous avez une passoire énergétique, la pompe à chaleur qu'on va devoir vous mettre,
c'est, on va dire, une 12 kW. Et puis, elle est adaptée à votre passoire énergétique. Si dans 10 ans, vous isolez vos murs, on aura besoin d'une pompe à chaleur qui fera peut-être que 8 kW. Et puis, on vous a mis une 12. Ben, on risque d'avoir une surpuissance. Et ce qu'on va vous demander, pour ceux en tout cas qui ont des isolations qui mériteraient d'être faites, c'est à côté de la pompe à chaleur de mettre un gros réservoir à eau qui fera 1000 litres, entre guillemets, pour pouvoir stocker l'eau chaude dedans, pour que la pompe à chaleur puisse tourner à sa puissance nominale. Et le gros avantage du réservoir à eau, c'est une super batterie qui coûte quasiment rien par rapport à ce que ça coûterait sur une batterie chimique. Donc vous pourrez accumuler la chaleur quand il fait plein soleil, et vous mettez la chaleur dans le réservoir à eau, et quand vous rentrez le soir, vous videz le réservoir à eau, la pompe à chaleur ne tournera pas la nuit évidemment, et puis vous travaillerez avec ce ballon en fait, qu'on appelle en fait un accumulateur de chaleur. Donc ça on l'intègre avec la domotique et la décarbonisation de chauffage, ce qui va permettre en fait de pouvoir s'assurer qu'on consomme l'énergie au bon moment. Bon, le processus, pour ceux qui ont fait le groupe IPV, vous savez comment ça, vous vous inscrivez, d'accord. Vous remplissez les informations seront prête, le questionnaire il sera prêt début décembre. On fait le tour, on a encore une séance la semaine prochaine, on est en train de calibrer le dernier truc. Donc début décembre, vous recevez un message en disant voilà, vous pouvez vous inscrire. Donc c'est normal qu'il y ait beaucoup plus de questions que le PV. On a vraiment essayé de rendre ça le plus pédagogique possible et le plus simple, mais on a quand même besoin d'informations de votre part. Par exemple, je vous pose une question, vous êtes un chauffage électrique, avez-vous un local de chaufferie? Évidemment non. Il y a un chauffage électrique, il y a des grilles peintes sous les fenêtres. Avez-vous de la place pour créer un local de chaufferie? Ce n'est pas la même question. Et donc, si oui, c'est combien de place vous avez? Parce que tout ça va nous permettre de dire, on peut lui mettre une pompe à chaleur, on a le droit de faire un forage géothermique, on peut mettre un réservoir à eau, bingo, il y a la place qu'il faut. Maintenant, si c'est trop petit, on vous dira, compliqué, donc on aura d'autres solutions stratégiques. Vous voyez, c'est des questions un peu générales qu'on vous demandera. On essaie de faire ça le plus simple possible. J'espère que ça ne va pas être trop compliqué. Vous aurez jusqu'au 15 janvier pour remplir ces infos. Il y a des infos que vous n'aurez pas, les plans de la maison, souvent on ne les a pas. Ce n'est pas grave, on n'en a pas vraiment besoin. Si vous les avez, tant mieux pour mesurer en fait les surfaces des locaux, mais le reste, on se débrouillera sans, on essaiera de trouver une solution sans que vous ayez la solution. On vous enverra aux alentours du 1er février le rapport de préévaluation. C'est ce que vous allez recevoir. Et tout ce travail-là, c'est la commune, la région, le canton, enfin la confédération, pour l'instant le canton n'a pas dit oui, mais on est en train de discuter, qui finance ce travail. Donc c'est vraiment un travail d'expert qu'on va faire. On n'a pas été visiter vos maisons, mais on n'a pas besoin de visiter vos maisons pour faire ce travail d'expertise sans aucun doute. Et puis après, on vous demandera un paiement comme pour la partie PV. On ne sait pas exactement le montant, mais pour la partie PV, c'est à peu près 1% du coût de l'install. On va partir du principe que ce n'est pas loin de ce montant-là. Ça veut dire qu'en fonction de l'option que vous aurez choisie, je veux un chauffage électrique, enfin je veux démonter mon chauffage électrique, je veux une borne de recharge et puis ma régulation, puis vous ne voulez pas l'isolation du toit parce que ça a déjà été fait et puis les sous-sols ils sont bien isolés, en fait ça coûtera moins cher que si vous prenez la totalité parce qu'évidemment lors de la visite, on viendra évidemment analyser la totalité. Donc là on vous demandera, on ne sait pas encore exactement combien ça va coûter, mais 1% plus un petit quelque chose nous paraîtrait assez logique. Vous allez comprendre ce qu'on va faire. On fait la visite pendant l'été et l'automne. Et puis, on fera un rapport de visite été-automne 2024. On aura, à ce moment-là, pendant ce temps, on aura vu toutes les entreprises. On les aura mis dans les starting blocks parce que c'est au rapport de visite qu'ils vont recevoir le top chrono pour nous faire des offres. D'accord? Donc, pour qu'on soit sûr, en fait, que ça joue. Donc, on va faire, le printemps-l'été pour négocier avec eux. Et fin 2024, vous recevez toutes les offres. Donc à la fin de l'année prochaine, dans une année, vous aurez toute l'offre, vous aurez l'ensemble du chiffrage qu'il faut pour vos maisons respectives. Ça prend du temps, on ne peut pas faire plus vite. On pourra faire plus vite dans 2 ou 3 ans, parce qu'on aura un peu plus rodé le système. Mais là, vous êtes 40, demain on est 80. On pense qu'on va peut-être traiter 100 maisons d'un coup. Donc imaginez ce que ça veut dire en termes de volume pour faire ça, et puis donc il vaut mieux prendre un peu plus de temps et puis faire le travail correctement plutôt que de vouloir bâcler la chose. La même chose, fin 2024, vous serez mis en contact avec les entreprises en général par corps de métier, toujours 2, c'est comme ça qu'on fait, pour que vous puissiez choisir l'une ou l'autre, mais vous aurez
pour quelqu'un qui prend la totalité, vous aurez une offre pour la régulation. En général, là, c'est pas trop compliqué. Vous aurez une offre pour la création du chauffage. Vous aurez peut-être 2 entreprises qui auront une vision un peu différente. Il y a des gens qui travaillent avec l'Opal, d'autres avec Fermacell, donc différentes offres possibles. Vous aurez 2 offres pour la pompe à chaleur. Donc vous aurez en fait tout ça qui va arriver. Et puis en même temps qu'on vous propose des offres, en fait, on vous suggérera, pour nous, la meilleure entreprise pour le chauffage au sol, c'est celle-là. Libre à vous, vous en regardez la deuxième évidemment. Mais on vous suggérera de prendre la première en fonction, en guillemets, rapport qualité-prix de l'expérience qu'on a eue, de la construction qu'on a eue avec les entreprises sur la meilleure offre possible. Et puis évidemment, dès que vous avez la signature, si c'est des travaux intérieurs, il faut peut-être attendre que l'hiver sera fini. Mais ça veut dire qu'en octobre, au printemps 2026, commencer les travaux. Comment je veux dire, les vitrages, c'est moins d'1 semaine. Le chauffage, si c'est bien coordonné, à peu près 1 semaine. Si vous devez mettre un échafaudage, refaire la toiture, c'est plus compliqué, il faut monter l'échafaudage, refaire la toiture. Mais on voit en gros qu'en 1 semaine, 2 semaines, par type de travaux, si vous refaites la totalité de la maison, une des options qu'on pourrait prévoir, c'est que pendant les 2 semaines où on refait le sol, on vous trouve un hôtel quelque part et puis on regroupe l'hôtel en fait, parce que tout d'un coup il y a un village entier qui va refaire des sols. Peut-être qu'on vous trouvera une solution pour que vous puissiez dormir quelque part. Non mais parce que c'est forcément des choses qui vont vous concerner, parce que vivre dans un chantier c'est pas drôle. Hein. Donc si tout d'un coup on peut louer 100 chambres d'hôtel pendant 2 semaines ou 3 semaines, parce qu'on a en fait dans une région on fait tous les chauffages au sol, bingo, on bloque la chambre d'hôtel et chacun pourra aller vivre à l'hôtel en fonction de ce qu'il a besoin. Inscription. La même chose que ce qu'on a à Groupit, vous aurez ouvert, ce sera Groupit Rénovation et vous ajoutez en fait une installation. Pour ceux qui sont déjà inscrits à Groupit, il y aura sous l'application Mes projets, vous aurez en plus la partie rénovation qui va s'activer. Et pour ceux qui ne le sont pas, vous allez recevoir un mail d'ici début décembre avec les informations pour rentrer dans le processus. Mais là, on n'a pas eu de souci sur la région de Morges par rapport au PV. Je ne vois pas pourquoi ça aurait posé un problème sur la partie administrative liée à la rénovation. Ce qu'on a besoin, c'est des factures d'électricité, des factures de chauffage, des datasheets de chauffage. J'aime bien. Datasheet, personne ne sait ce que c'est, mais ça fait rien. Il faut que je change de truc. C'est les caractéristiques de votre chauffage. Genre, par exemple, il y a une plaque signalétique sur votre brûleur, vous faites une photo, puis vous nous envoyez la photo, par exemple, pour qu'on sache en fait la puissance que vous avez. Il y a plein d'informations. Vous verrez, je ne rentre pas trop dans le détail. Et puis, vous pourrez évidemment rentrer dans l'outil et vous inscrivez. Donc, la préévaluation, je vous l'ai dit, sur la base des réponses, nous calculons le potentiel de rénovation que vous avez. C'est compatible avec CECB, c'est compatible avec chauffeur renouvelable. Pour l'instant, le processus CECB, on ne sait pas encore si on va devoir le faire. Pourquoi ? En fait, pourquoi on fait du CECB ? C'est justement pour s'assurer que vous avez intégré dans la rénovation un processus qui est intelligent, avec une progression logique des travaux. Je prends l'exemple. Si vous mettez des panneaux solaires, vous n'allez pas réisoler 2 ans après. Ça n'a pas de sens, il faut démonter les panneaux solaires. Cette stratégie, entre guillemets, de rénovation qui doit être intégrée, c'est pour ça qu'on fait un CECB, pour être sûr qu'on n'oublie rien. Mais nous, ce processus, on le fait à côté du CECB. Donc, on essaie de demander à CECB si c'est possible qu'on puisse, soit éviter de faire le CECB, ce serait idéal et à voir avec eux. De 2, c'est que nous, on fasse le CECB, il y aura quelqu'un, évidemment, un expert qui va signer le rapport, mais qu'on n'ait pas besoin d'envoyer quelqu'un pour faire la visite. Parce que ça, c'est un goulet d'étranglement. Parce que toutes les subventions qui touchent les structures du bâtiment, il faut avoir un rapport CECB pour chaque maison. Sans rapport CECB à faire dans une région en l'espace de 3-4 mois, on ne va trouver aucun ingénieur pour faire ça. Donc aujourd'hui, les cantons sont bien conscients de leur faiblesse, c'est-à-dire du manque d'experts pour faire ce genre de choses. Donc on est en train de discuter avec eux pour essayer de faciliter le processus. Donc normalement, à la fin du processus, vous aurez un rapport chauffeur renouvelable qui permettra de baisser le coût en fait, de notre travail. Et puis il y aura un rapport CECB+, qui va vous permettre, entre guillemets, de pouvoir préparer les demandes. On vous les prépare en avance, évidemment, avec les installateurs, de préparer les demandes de subventions pour s'assurer en fait que vous avez les documents qu'il faut pour, évidemment, toucher les subventions du chauffeur renouvelable, de la partie bâtiment, enfin tout ce qui va avec sur le processus. Donc ce document sera mis en ligne comme d'habitude
on vous envoie rien. S'il y a des gens qui vous envoient un truc, un email ou qui téléphonent, c'est dans le cadre de Groupit Rénovation, on voudrait vous proposer, on vous envoie une offre, vous les mettez à la poubelle, ça passe que par le système de Groupit, donc il n'y a personne qui vous appelle à la maison pour Groupit, sauf si vraiment il y a un pépin, mais on s'identifiera clairement, on a un nom d'une personne et vous pouvez le rappeler avec un numéro de téléphone, vous verrez très bien que c'est nous et que ce n'est pas quelqu'un qui essaie de vous vendre un truc. Non, c'est déjà arrivé, donc autant vous informer. Après, vous pourrez ou pas décider. Là, vous vous arrêtez si vous décidez d'arrêter. Si on prend la totale, c'est en gros 150 000 francs de travaux. Donc c'est pas rien hein, par rapport à ce qu'il faudrait faire. Pompe à chaleur, panneaux solaires, régulation, création du chauffage, ça fait vite pas mal d'argent. La première étape, du moment que vous inscrivez et que vous aurez le rapport de pré-audit qu'on vous aura donné, allez voir votre banquier. Pour l'instant, on n'est pas prêt de vous proposer un financement, mais ça peut aller très vite. Parce qu'il y a plein de banquiers qui nous ont dit on a envie de faire quelque chose, mais on ne sait pas comment attaquer le problème. Donc c'est possible que d'ici qu'on aura avancé notre processus de Groupit travaux, on arrivera avec un Groupit finance. On a aujourd'hui des caisses de pension, on a aujourd'hui des fonds d'investissement sur la rénovation qui ont envie de prêter de l'argent, mais ils ne savent pas comment faire. Parce qu'en fait, individuellement, c'est compliqué à vous traiter. En groupe, c'est facile. Parce que si vous faites 100 000 francs x 100, bah vous voyez en fait le montant de l'argent qui va être investi dans la région. C'est possible de vous grouper. Mais alors, là, quand même, la solution la plus facile, c'est ce qui coûtera le moins cher, c'est votre hypothèque. Si vous avez de la marge sur la cédule hypothécaire, des fois on a commencé à rembourser la maison ou une partie, puis qu'on a une cédule qui a de la marge, ça c'est la solution la plus simple. C'est que vous allez chercher de l'argent sur la différence. Maintenant, s'il n'y a pas, on va essayer de trouver une solution. On y creuse, mais pour l'instant, on n'en parle pas, pas en détail en tout cas, parce qu'on n'a pas évidemment le processus assez avancé. Donc là, vous décidez ou pas de continuer, vous pouvez vous arrêter là. Vous engagez à rien d'autre que de nous répondre pour nous assurer en fait qu'on a toutes les informations pour vous permettre de pouvoir avoir le travail le plus optimum possible. Si vous décidez de continuer, donc là, vous nous payez un montant. Comme j'ai dit, je ne sais pas encore. C'est un petit forfait plus 1% des coûts. Imaginez ce que ça peut représenter. On parle de peut-être 1500 ou quelque chose comme ça pour faire tout le travail. Puis ça sert à quoi? On défraie la personne qui vient. Alors la personne qui est déjà venue, pour ceux qui ont fait leurs travaux de PV, vous avez vu, ils sont très formatés. Il y a un outil, ils ne ratent rien. Ça permet aux installateurs de faire des offres. Il faudra créer tout ça. Mais il n'empêche qu'ils vont passer beaucoup plus de temps que sur le PV. Parce qu'il faudra faire des mesures, par exemple, la largeur de la porte de la chaufferie. C'est quoi la taille de la pompe à chaleur que je peux mettre dedans? Vous imaginez bien que si c'est une porte qui fait 80, on aura de la peine à passer une pompe à chaleur. Donc évidemment, en fonction de la largeur, on pourra regarder s'il faudra peut-être l'élargir, parce qu'il manquera de la place. Ce genre d'éléments-là, évidemment, ça prend un peu plus de temps. On gérera votre dossier, on traitera les appels d'offres, on enverra aux entreprises, on téléphonera aux entreprises, on fera les visites avec eux pour s'assurer qu'ils ont bien compris les offres qu'on fait. On négocie évidemment les offres pour votre bâtiment. Et puis, on est toujours là en cas d'arbitrage, en cas de litige. On a traité 4 cas sur à peu près 1000 toits qu'on a fait avec Groupit. 4 cas, donc c'est quasi zéro en gros. Certainement, sur la partie rénovation, ce sera un peu plus compliqué. Donc les premiers dossiers, on va les traiter avec un peu de finesse. D'autant plus qu'on ne va pas connaître précisément les entreprises au début. On ne sait pas en fait comment ils vont bosser. Et donc on aura quelques signaux, on ira les voir, les rencontrer, on ira voir des chantiers pour nous assurer en fait que c'est des gens compétents. Mais c'est possible qu'on ait des cas à régler. Si ça arrive, vous ne serez pas tout seul. On sera là pour vous aider, pour négocier avec les entreprises s'ils ont fait du mauvais boulot, pour corriger les défauts qu'ils ont faits, pour s'assurer en fait que le travail soit géré comme il faut. Le visite, c'est un rapport qu'on fera. Je vous ai dit 90 minutes à peu près, et le rapport de visite va servir aux entreprises et au rapport chauffeur renouvelable qui va vous permettre de bénéficier de la subvention qui va être en déduction en gros des coûts du processus qu'on est en train de mettre en place. Alors, vous recevez les offres sur la base des rapports de visite de Groupit, c'est-à-dire qu'ils vont vous proposer des choses qu'on aura d'abord pré-auditées chez vous, dont on sera mis d'accord en disant ça m'intéresse, ça pas, et on aura fait la visite pour s'assurer que ça correspond à ça, donc ils ne vont pas venir avec un truc à côté. Ils peuvent vous faire des offres, des variantes, genre l'isolation du périphérique, mais ça, en fait, c'est une variante que vous pourrez ou pas choisir.
Mise à jour du marché actuel, un prix équitable entre les participants et l'installateur. Donc on négocie toujours les prix les plus bas possibles, mais l'idée c'est de ne pas faire du dumping, hein, parce qu'une entreprise qui fait du sale boulot, finalement elle coûte beaucoup plus cher que si elle faisait directement du bon boulot et de la payer un peu plus cher. Pardon. Et une garantie d'installation le plus tôt possible en fonction de la signature de l'offre, évidemment. Et là encore, quand vous aurez reçu les offres, vous pouvez décider de ne pas faire. En disant « Merci, j'ai vu, mais changement de stratégie, vous avez gagné à la loterie, vous voulez démonter votre maison, construire un château à la place, on ne va pas rénover une vieille maison qui doit être reconstruite après. » Il y a plein d'hypothèses et de situations de vie qui fait que vous allez avoir une modification de décision, ce n'est pas grave. Mais évidemment, si vous continuez, vous signez l'offre, vous vous engagez avec l'installateur pour faire les travaux. Avant, vous aurez été soit voir votre banquier, et ou peut-être c'est quelque chose qu'on pourra vous proposer dans le processus de groupe IT en disant « Ah, on a la Banque cantonale et la Raiffeisen qui sont capables de faire un leasing énergétique sur votre installation et vous prendrez peut-être cette offre en fonction de ce que vous aurez. » Il y a des gens évidemment qui peuvent payer ça en cash, mais sortir une centaine de milliers de francs, c'est peut-être pas facile que tout le monde a ça sur un compte en banque qui roupille. Ben, vous pouvez évidemment arrêter le processus en cas. Les travaux se font, donc un tas de l'installation est convenu avec les installateurs, donc là vous mettez d'accord quand. Là aussi je reviens sur la solution hôtel, si c'est des gros travaux, vous les bloquez pendant 3 semaines et puis on vous trouve un hôtel pas cher dans le coin, ça peut-être évitera de vivre dans un chantier. Après on monitorise vos bâtiments pour s'assurer que les coefficients de performance des pompes à chaleur, que le système de chauffage il marche bien, qu'on a bien une production de la pompe à chaleur quand il y a du soleil. Donc là aussi, on suit tout ça pour s'assurer en fait que les travaux ont été faits correctement sur la base des données qu'on a. Et encore une fois, en cas de litige, on est là pour donner un coup de main. Vous avez toutes les questions sur le site Groupit. Pour l'instant, il n'y a quasi rien sur rénovation parce qu'on ne veut pas faire trop de publicité pour éviter qu'on soit noyé avec le nombre de gens. Alors chez vous, on va évidemment prendre tous les gens qui veulent dans la région de Morges, c'est notre but. Mais si tout d'un coup, il y a une région d'à côté qui s'intéresse, ben, en fait, on risquera vite. D'abord, il faut qu'on fasse le processus au milieu 2025, du milieu 2024, pardon. On pourra commencer à faire un peu plus parce qu'on aura déjà acquis pas mal d'expérience. Mais pour l'instant, on ne fait pas trop de bruit, donc il n'y aura pas grand-chose sur la partie rénovation. Mais vous aurez toujours le numéro de téléphone et le groupe IT, l'email qui sera là à disposition. J'ai répondu. Je vais répondre évidemment à vos questions. N'hésitez pas de téléphoner à mes collègues si jamais. Mais place à vous. Ouais. Pour les propriétés par étage, Ouais. c'est le même processus que pour les... Bonne question. En général, on fait jusqu'à 6 appartements. S'il y a plus que 6, si c'est 1 ou 2 bâtiments, on vous envoie le pré-audit. Mais on ne peut pas vous traiter dans le processus parce qu'il faut inventer, entre guillemets, il faut créer un processus complètement à côté. Maintenant, s'il y a 10, 15, 20 appartements, enfin 20 objets qui seraient rénovés, qui devraient être rénovés en PPE, on les intégrera, on fera un processus ad hoc. Mais pour l'instant, on s'arrête à 6. En plus, pour chauffeurs renouvelables, si vous voulez, il y a 2 catégories. Il y a les chauffeurs renouvelables pour jusqu'à 6 appartements, c'est-à-dire les petites PPE, et puis chauffeurs renouvelables pour les plus que 6 appartements. Donc c'est pour ça qu'on a pris cette limite à 6. Ça va dépendre donc du nombre de gens qu'on aura. Par contre, la préévaluation, on la fera. Donc c'est juste la partie, c'est les travaux qui vont venir derrière. Si vous avez vraiment, il y a des gens qui nous ont dit on serait intéressé et puis il y a 50 appartements. Non, là il faut un ingénieur qui fasse ce travail-là. Parce que nous, on n'a pas vocation déjà de faire concurrence au bureau d'ingénieurs. Et puis de 2, on n'a pas vocation de développer tout un outil pour un bloc qui fait 50 appartements. Il a les moyens de gérer ça avec un conseil ad hoc, entre guillemets. Moi, j'ai démarré le processus PV avec vous. Je crois que les offres sont... on voit l'arrivée dans les prochains mois. Il y a un chevauchement avec ce projet-là, éventuellement, puisqu'on touche le toit, on touche les isolations pour faire le PV. Comment je projette ça, ce chevauchement? Alors, si votre toit est en bon état,
vous pouvez décider de ne pas faire l'isolation de la toiture. Donc, si vous mettez des panneaux solaires photovoltaïques avec un toit en bon état, a priori, votre toiture ne doit pas être très ancienne parce que le toit est en bon état, donc l'isolation ne doit pas être une catastrophe. Maintenant, si vous savez qu'il faut refaire l'isolation, vous mettez votre offre PV que vous allez recevoir en attente en disant à l'installateur « J'aimerais bien faire l'isolation de la toiture ». Alors déjà, sur le principe, en général, les installateurs de PV peuvent vous proposer des partenaires avec qui ils travaillent pour faire l'isolation de la toiture. Donc si vous les arrêtez à ça, vous faites que l'isolation de la toiture, les panneaux solaires, comme ça l'échafaudage, on ne va pas le reconstruire une deuxième fois, puis l'affaire est réglée. Donc ça va dépendre en fait de l'état de la toiture que vous avez. Donc c'est vous qui décidez. Maintenant, si vous rentrez dans le processus de groupe HIT, et puis que vous attendez les offres, vous faites patienter les offres de PV, ben vous saurez si, dans la situation que vous avez, a priori, s'il faudra faire la toiture ou pas. Ça, avec cette procédure, je vais identifier si j'ai besoin de refaire l'isolation, la toiture, etc. Donc, de prendre la décision, j'aurai besoin de l'information liée avec cette procédure pour prendre un go-no-go sur la PV. Mais encore une fois, si je ne peux pas rentrer dans le détail de votre maison, mais une maison qui est chauffée à l'électricité, par exemple, ce n'est pas le cas. Qui est récente ? 23 ans. D'accord. Donc, on vous dira, dans les années 2000, honnêtement, ce n'est pas si mal au niveau isolation. On a des normes, en fait, qui définissent ce qu'on avait une maison en 2000. Donc, il me semblerait que l'isolation de la toiture n'est pas si catastrophique. Donc, a priori, je vous dirais, on fait les PV, on fera le reste après. Mais on vous le dira dans la préévaluation. Aussi, par exemple, si on a une partie qui est déjà rénovée, par exemple, je ne sais pas, la moitié qui a déjà des fenêtres qui datent de 20 ans, mais qui ont déjà la double vitrage, puis qu'il y en a quelques qui a changé, là, vous faites la différence par rapport à la préévaluation? Oui, alors, on vous signalera, on vous demandera, est-ce qu'il y a eu une rénovation du bâtiment? Si oui, par exemple pour les vitrages, on vous demandera en fait combien de vitrages il faudrait changer, et on vous signalera. Puis on vous demandera la taille des vitrages, si c'est des grandes baies vitrées ou des vitrages normaux, donc on vous signalera. Maintenant, un vitrage qui date de 20 ans, le cadre en bois ou le cadre en plastique ou le cadre en alu qu'il pourrait avoir, peut-être que lors de la visite, en tout cas, on vous dira peut-être, ça vaut peut-être la peine de passer un vitrage, parce qu'ils ont fait beaucoup d'efforts, enfin beaucoup d'améliorations, d'innovations sur les vitrages, pour des questions de bruit aussi. Enfin, il y a plein d'éléments qui justifieraient peut-être de faire la totalité des vitrages de la maison. Mais ça, on vous dira en fait. Vous nous direz, combien de vitrages vous pensez rénover. Puis lors de la visite, on confirmera que oui ou non, ça vaut la peine. Il y a un truc pour savoir si vos vitrages sont en bon état. J'étais pour une thèse de doctorat à Bruxelles ce week-end. Et puis on se disait, ma chérie, qu'il y avait quand même pas mal de bruit dans la chambre. En fait, il y avait toute une partie de la fenêtre en fait, qui était pétée. Vous prenez une feuille de papier, vous ouvrez la fenêtre, vous mettez la feuille de papier coincée dans la fenêtre et vous la refermez. Arrangez-vous pour pas qu'elle soit cassée par la broche. Si vous arrivez à sortir la fenêtre, la feuille de la fenêtre, c'est que les joints ne sont pas terribles. Donc typique ce genre de test qu'on fera quand on viendra, on vous dira honnêtement, les vitrages, ils ont 20 ans, mais regardez, ça tient plus, c'est isolé, le joint, il est complètement pourri, ça a été maillé, ou il y a plein de raisons, ben là on vous suggérera peut-être de changer tous les vitrages. En attendant qu'on passe au micro, il y a un élément que je ne vous ai pas parlé. Une maison, c'est un projet de vie. Et puis, un projet de vie, ça évolue avec le temps. Donc, si vous savez que votre maison, en fait, vous n'allez pas y rester parce que trop grande, parce que il faut vous poser la question, qu'est-ce que je rénove? Compte tenu que des gens qui vont reprendre la maison, ils vont forcément modifier certains éléments dedans. Donc, il faut vraiment vous poser cette question-là. Parce que moi, j'ai eu, en fait, des personnes âgées, quand je dis âgées, un peu plus que mon âge, et puis qui étaient dans une maison trop grande, pas parce qu'il y a une grande famille, puis plus là, les petits, puis avec une maison qui est plus adaptée à la leur. Donc c'est vrai que là, clairement, il faut vraiment se poser la question, est-ce que je rénove et quels éléments pour que le jour où je m'en irai, que je puisse laisser une maison qui a une rénovation qui est correcte. Mais dites-vous bien qu'une maison qui a déjà été rénovée sur la base, si votre structure est bonne, vous la vendrez évidemment beaucoup plus cher, parce que quelqu'un qui va racheter une maison qui doit rénover, imaginez les soucis qu'il doit aligner derrière. Si vous lui avez changé le chauffage, vous avez mis des panneaux solaires, il y a une régulation pour le chauffage, il va arriver
la dame ou le monsieur, ils vont pouvoir mettre des pantoufles et rentrer tout de suite dans la maison. Ils vont changer le carrelage, ils vont refaire la cuisine, ils vont refaire les WC. Mais la structure de la maison est bonne. Donc ça peut être aussi un avantage tout à fait important pour la revendre. Pour autant, évidemment, qu'elle mérite d'être gardée. Parce que des fois, il y a des maisons qu'on rase complètement. Là, évidemment, il faut vous poser la question. Oui, c'était juste une question sur l'isolation du toit, justement des fenêtres. Est-ce qu'il n'y a pas une analyse qui serait pertinente, du genre avec une caméra thermique? Parce que moi, j'ai acheté mon toit il y a 20 ans. Je ne sais pas forcément si les personnes qui s'en sont occupées ont fait ça dans les règles de l'art. Bon, sur les tabelles que vous proposez, est-ce qu'il n'y a pas une possibilité de voir avec ça? Il faut faire le toit, il ne faut pas le refaire? Ça a été un super outil commercial, les vidéos, les images thermiques. Mais honnêtement, c'est très compliqué à les analyser. Parce que vous pouvez avoir une façade qui est complètement bien isolée, puis vous avez l'impression qu'il y a un pont thermique au milieu, mais qui est tout à fait dans les normes. Les caméras, en fait, elles vous montrent la différence de température, mais qui peut être de 0,1 degré. Donc, en fait, qui pose aucun problème. Donc, honnêtement, moi j'en ai fait plein des thermodynamiques, des images thermodynamiques, enfin, pas thermographiques, pardon. Je ne suis pas convaincu par la pertinence. En plus, il faut des conditions super déterminées, pas de soleil, pas de brouillard, enfin, il y a plein d'éléments qui sont. Résultat des courses, on vous met une photo de votre maison. Et puis, ce n'est pas pour ça qu'on peut dire qu'elle est vraiment à refaire ou pas. Parce qu'il y a des maisons où on voit des différences, mais qui ne sont pas du tout problématiques. Ce qui est par contre beaucoup plus important, c'est de savoir comment la maison elle a été construite, quel type d'éléments. Et maintenant, si vous avez un doute sur le fait, effectivement, que vous pourriez suspecter que ça a été mal fait, voilà, clairement, ça vaut peut-être la peine d'y réfléchir. Mais en gros, sur la toiture, si la maison est assez récente, on parle de 20 ans, il n'y a vraiment aucune raison qu'on voie quelque chose, parce qu'en fait, il y a de l'air entre la couverture et l'isolation, donc il faut vraiment que votre maison soit une catastrophe pour qu'on puisse voir quelque chose sur la caméra thermographique. Alors, on peut voir un peu plus sur les fenêtres, on verrait par exemple s'il y a un joint qui est pété. Mais je vous dis, la difficulté, c'est d'arriver à il faut faire ça au bon moment, en fait. Et on peut quasi remplacer 99% de l'expertise d'une caméra thermographique en allant faire la visite de la maison. Donc, je ne suis pas sûr. Mais je ne l'exclus pas parce que c'est effectivement une question qu'on s'est posée dans le processus lors des visites. Mais si on doit faire des visites avec une caméra thermographique pour juger l'enveloppe, et en particulier, j'insiste, on ne fait pas l'enveloppe périphérique, que la toiture et le sous-sol. Alors le sous-sol, vous oubliez, vous ne voyez rien en fait. Puis en haut, je vous dis encore une fois, si le toit est bien fait, il y a une bonne aération, puis vous distinguez quasiment rien du tout. Donc voilà, on ne l'a pas exclu, mais a priori, pour l'instant, les signaux qu'on a aujourd'hui, plutôt pas. Par contre, c'est vrai que pour la problématique de l'enveloppe, peut-être ça vaut la peine. Il y a des banques qui font des offres en disant on vous offre une thermographie, on aura analysé tout ça, on vous suggérera, pour ceux qui ont des maisons qui sont un peu anciennes, tiens, ça vaudrait peut-être la peine de faire une caméra thermographique, mais on verra au cas par cas en fonction du retour des questionnaires qu'on aura. Par contre, à la fin du chantier, évidemment, si on a un doute comme quoi, si ça a été fait comme il faut, on pourra l'expertiser à ce moment-là, en disant, là, on voit que ça n'a pas été posé comme il faut, et puis s'il y a un doute en disant, je sens un pont froid. On voit en général dans les maisons où il y a des problèmes d'isolation, ça moisit dans la salle de bain. Si vous avez des traces de moisissure dans une salle de bain où il y a une salle d'eau, en général, c'est qu'il y a un problème d'isolation, donc là, c'est des bons signaux, enfin des mauvais bons signaux.